Le but de cette vidéo va être de vous raconter ce qu'il s'est passé ces 6 derniers mois pendant que j'étais absente de YouTube. De vous raconter la catastrophe qu'a été ma vie. Et tout ce qui a changé dans le système. Beaucoup d'entre vous ne vont pas me connaître, mais je suis Coral, avec l'alter Liane aussi, du système Zeliana, et on est un peu les co-hôtes du système. Et si vous ne connaissez pas le TDI, il y a une petite fichette, petite fiche qui va s'afficher. Et si vous ne connaissez pas nos noms, c'est normal parce qu'en fait on est de nouveaux alters. On est nés d'un événement plutôt tragique qui s'est passé le 10 juin 2023. À cause de cet événement-là, de ce qu'il y avait avant et de ce qui a suivi, puisque cet événement n'était pas juste un événement isolé, j'ai disparu de YouTube pendant 6 mois. J'ai plein de choses à vous raconter sur mon système, ce qui a changé, parce que beaucoup de choses ont changé et même les diagnostics ont changé. On va commencer par le début. Il faut savoir que je suis polyamoureuse et que je sortais avec 2 personnes avant ce 10 juin 2023, donc avant cette date où j'ai failli mourir. Enfin, je sortais avec plein de gens. Et je sortais avec 2 personnes qui étaient aux États-Unis. Donc je suis allée aux États-Unis les rejoindre donc dans le mois de mai et de juin. Tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. J'ai envie de pleurer et de hurler en même temps quand je dis tout ça, mais c'est pas grave. Je sais que j'ai l'air d'en rire et tout, mais c'est le... Enfin, je me sens ultra, voilà, de parler de sujets compliqués. Trigger warning d'ailleurs, pour ceux qui vont regarder la vidéo, il va y avoir des mentions de TS. Si vous n'avez pas envie de regarder des choses comme ça, n'hésitez pas à scroller, regarder cette vidéo plus tard, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à regarder d'autres de mes vidéos qui sont beaucoup plus scientifiques et qui reprennent beaucoup plus d'aspects de ma vie positifs que cette vidéo là présentement. Je sortais avec 2 personnes et j'ai été les voir aux États-Unis à New York, puisqu'elles habitaient là-bas. J'étais dans un état de dépression assez intense, mais j'étais diagnostiquée en tant que dépressive chronique, avec une dépression chronique récurrente, c'est-à-dire qu'en fait je faisais des cycles de dépression très marqués. Un concours de circonstances a fait que j'ai eu ce qu'on appelle un raptus suicidaire, c'est-à-dire une rupture vraiment avec un acte complètement imprévisible où j'ai tenté de me suicider. J'ai tenté de sauter d'un toit d'un gratte-ciel de 53 étages. Les policiers m'ont récupérée alors que j'étais sur le toit. Je me suis rendue aux policiers une fois que la police est arrivée sur le toit en fait. Voilà, clairement j'avais enjambé la barrière anti-suicide et j'étais sur le bord et j'étais en train d'essayer de me jeter par-dessus bord. Forcément s'en est suivi que j'arrive pas à raconter l'histoire dans l'ordre et tout, mais c'est pas grave. En gros, ça c'est arrivé après justement ce gros épisode dépressif, mais en fait j'avais des symptômes très bizarres et des choses très bizarres qui sont arrivées avant ce raptus suicidaire, et en fait ce raptus suicidaire il s'explique par plein de choses qu'on a compris après. Juste après la crise, j'ai été hospitalisée dans un hôpital qui est le New York Presbyterian Hospital. J'ai failli me retrouver endettée aussi, du coup. Parce que sinon c'est pas drôle. Bon, mon prix c'était n'importe quoi. Donc je vais vous raconter ce qui a mené à cet épisode et à cette crise suicidaire qui a failli me tuer. Je vais vous raconter après la crise suicidaire ce qui s'est passé, tous les changements qu'il y a eu à cause de cette tentative que j'ai faite. Ça m'a énormément traumatisée. Déjà ça faisait assez longtemps que j'avais pas fait de TS et là c'était quand même une TS assez impressionnante et c'était la première fois que j'allais en hôpital psychiatrique et que j'étais internée, et en plus de ça c'était à New York. C'était très éprouvant comme situation, mais rien nerveux. J'essaye de me calmer. Ce qui s'est passé c'est que j'ai eu un épisode dépressif du coup comme je le disais, qui a commencé janvier-février et qui allait en se dégradant, enfin mon état allait en se dégradant. On a mis en place un antidépresseur avec mon psychiatre puisque ça était arrivé dans le passé que j'ai eu des descentes comme ça dépressives. Et dans ces cas-là, en fait, je suis tellement en PLS que sans médicaments, j'en sors pas. Et on met en place un antidépresseur qui s'appelle la paroxétine. Plus le temps passe, plus mon état se dégrade, et donc plus je demande à augmenter la dose. Et donc on augmente la dose, ce qui me stabilise un moment, mais après ça finit toujours par retomber, donc je réaugmente la dose. Et donc je suis arrivée à une dose de 30 mg, ce qui est logique. Au début tu commences à 10, après j'ai fait 20 et après j'ai fait 30. Et en fait en mai, ça allait vraiment pas bien. Même si j'étais aux États-Unis en train de kiffer ma vie d'une certaine manière puisque j'étais avec des personnes que j'adorais, j'étais complètement amorphe et je n'arrivais à rien. Le moindre truc me prenait vraiment des sommes colossales d'énergie au point que je dormais énormément. Et c'était l'une des premières fois où j'ai commencé à faire de l'hypersomnie et voire une hypersomnie assez sévère puisque j'ai commencé à dormir 14 à 16 heures par nuit. Là vous sentez la douille arriver pour ceux qui connaissent les diagnostics etc, que comprendre qu'en fait quand t'as l'habitude d'avoir une dépression et que dans ta dépression
d'habitude t'as de l'insomnie et que d'un coup t'as une hypersomnie, donc ce qui est un peu l'inverse que ce que t'avais avant, c'est que ton cerveau il est en train de faire des trucs là-haut. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus de dormir autant et d'être complètement fatiguée même en dormant autant et d'être etc. Et donc j'ai demandé à mon médecin si on pouvait augmenter encore la dose à 40 mg par jour. Il m'a dit oui. On a augmenté. Sauf que ce qu'on savait pas, c'était que j'avais pas juste une simple dépression en fait chronique. Moi, je ne l'ai pas compris sur le moment, mais j'ai commencé à faire une crise maniaque. Est-ce que c'est de l'hypomanie ou de la manie? Ceci est encore en question. Je vais voir le centre bipolaire, le centre expert bipolaire de Grenoble en février pour établir ça avec eux, pour voir si j'ai une bipolarité de type 1 ou de type 2. Ce qui est sûr, c'est que j'ai une bipolarité, mais qu'on ne sait pas de quel type elle est. J'ai pris ce médicament et j'ai fait une crise maniaque, ce qu'on appelle un virage maniaque, c'est-à-dire que les antidépresseurs, quand vous les prenez seuls et que vous avez un trouble bipolaire, peuvent déclencher des symptômes complètement extrêmes du trouble bipolaire et à vie. Donc c'est extrêmement difficile. J'ai commencé à être extrêmement irritable et en même temps à être extrêmement distraite et pleine d'énergie et à faire un peu et à plus dormir et faire un peu n'importe quoi pendant 3-4 jours. Les gens qui étaient sur mon Insta et qui ont suivi ces moments-là savent que c'était quelques jours avant ma TS. En fait, ça se voyait même dans mes stories. Je pense que j'ai raconté des trucs que j'aurais pas raconté si j'étais pas en état maniaque à l'époque, ou que j'aurais pas raconté de la manière dont je l'ai raconté, parce que j'étais vachement crue. Enfin, je parlais tout le temps, enfin, j'étais très volubile, etc. Vraiment dans un état maniaque, c'est-à-dire vraiment dans un état où l'excitabilité de mon cerveau était un peu au-delà. Ça n'a duré que quelques jours. Ça n'a duré peut-être que 3, 4, 5 jours max. Et après c'est redescendu et après j'ai refait un pic d'hypersomnie. Enfin là moi j'ai commencé à vraiment m'inquiéter parce que autant je dormais 14-16 heures par jour, je me disais bon c'est bizarre mais en même temps l'hypersomnie c'est un symptôme logique, naturel dans la dépression. Donc j'étais pas plus inquiète que ça, surtout que bon c'était 14-16 heures. Je suis redescendue d'un cran sauf que du coup je suis passée de je ne dors plus à j'ai dormi pratiquement 30 heures d'affilée. Je sais qu'il y a quelqu'un dans un commentaire qui m'avait dit « C'est pas possible de dormir 30 heures d'affilée !» Alors mec, déjà t'as pas vu des gens en hypersomnie. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que j'ai fait 16 à 17 heures de sommeil. Je me suis réveillée, je suis allée aux toilettes, j'ai pris à boire, je me suis rendormie dans moins de 20 minutes. Donc j'ai eu un réveil de moins de 20 minutes. Et je me suis réveillée après, donc ça faisait plus 25 de ma première heure de coucher. J'ai fait la même chose, je me suis levée juste pour aller aux toilettes, j'ai bu et j'ai posté une story. Et je me suis endormie. Dans les 20 minutes, j'étais endormie. Je me suis réveillée après, ça faisait voilà 32 heures, je crois, 31 ou 32 heures que je dormais. Donc déjà, je me suis posé la question de pourquoi est-ce que mes partenaires ne m'ont pas réveillée. Pourquoi personne s'est dit oui, elle disparaît pendant plus de 24 heures, c'est un peu bizarre quand même. Je pense qu'ils me laissaient dormir parce qu'ils ont vu que j'étais fatiguée. Ils savaient que bon, c'était juste certainement à mon état mental. Mais 30 heures d'affilée quoi, genre personne s'est dit genre il faudrait peut-être la réveiller au bout de 24 heures. À la suite de ces 30 heures de sommeil, j'ai fait une semaine où j'ai dormi pareil, des heures de sommeil complètement mais incroyable. 30 heures de sommeil, 6 heures éveillées, 17 heures de sommeil. C'est bon pour vous? Comment vous voulez avoir une vie normale quand vous dormez comme ça? Je ne sais pas. Moi je ne peux pas. Voilà. 17 heures, puis 6 heures éveillées et 14 heures. Et 6 heures réveillée, 15 heures, et j'ai fait comme ça pendant une semaine. J'étais assez inquiète par rapport à ma santé et je me suis dit que c'était peut-être un problème thyroïdien. Forcément j'ai appelé mon psychiatre et donc je lui en parle et j'étais censée rentrer en France le 11. En fait j'étais censée prendre un avion le 10 ce soir pour arriver le 11 juin en France. En parlant avec mon médecin on s'est dit bon, genre je crois que c'était le 9, qu'il allait me prescrire les analyses sanguines pour qu'on puisse voir si c'était un problème thyroïdien du foie que je vais faire en rentrant en France le 11. Ceci était le plan. Est-ce que ceci s'est passé? Bien sûr que non. Après ce rendez-vous-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais mon corps a décidé que l'hôte, Iséliane, n'était plus assez bien. C'était pas possible que ce soit elle qui soit devant et qui prenne le contrôle du corps. Mon corps, mon cerveau, je sais pas, genre... La personne qui a affronté, c'est Nolem. Nolem, un alter trauma holder, bien dépressif, un alter bien... Il faut savoir que Nolem adore New York. New York est sa ville préférée. Je pense que c'est parce que c'est lié à des souvenirs que j'ai quand j'avais 17 ans, de la première fois où je suis allée à New York. J'ai certains alters qui, de par leur vécu émotionnel avec certains endroits et certains trucs, ont des attachements à des endroits particuliers parfois ou à des choses particulières. Nolem est attaché à New York. Et c'est un adolescent qui essaye de faire de son mieux, mais qui n'est absolument pas ok avec mon corps de femme, puisque dans sa tête c'est un garçon, il était très dysphorique par rapport à mon corps, donc il se sentait pas très bien. Il était très dépressif parce que on doit quitter New York. Il avait
absolument pas envie de quitter New York. Et en plus de ça, ça faisait 2 semaines pile qu'on avait augmenté notre dose d'antidépresseurs à 40 mg. On avait fait des plans de ce qu'on allait faire quand on rentrait. On avait prévu de s'arrêter sur Paris pour voir des amis avant de rentrer sur Grenoble. 2 heures avant l'horaire où on devait partir prendre l'avion. On devait partir pour aller à l'aéroport. On avait tout préparé, etc. Noulem était dans un état de dépression très intense, dans un état de je n'ai absolument pas envie de partir de cette ville. Ce qui s'est passé, c'est qu'un de mes partenaires de là-bas était absolument pas pour qu'on aille chez la personne particulière et qu'on aille voir ces amis-là. Il pensait que c'était mieux si on rentrait directement à Grenoble. S'ensuit une discussion. Il savait que c'était Noulem qui était là, mais je pense qu'il réalisait pas à quel point un trauma holder peut être différent de l'autre et peut être différent dans sa manière de réagir. Là, il se passe une discussion avec un partenaire que l'autre aime amoureusement. Noulem s'en battait les couilles, comme dans la vidéo où Noulem a parlé dans l'aéroport qu'on avait faite, une vidéo que je mettrai en fiche. Il entend ce partenaire dire voilà, j'aimerais que tu n'ailles pas à Paris, alors qu'on avait tout prévu, tout était prévu. J'aimerais que tu n'ailles pas à Paris parce que je me sens pas confortable avec cette personne-là, j'ai peur pour toi, je me sentirais mieux si tu rentres directement chez toi. Il y avait, je pense, aussi un brin de jalousie de la part de cette personne. Les personnes qui sont dans un polyamour, ça ne veut pas être... Elles sont pas dans un polyamour parce qu'elles ne ressentent pas de jalousie. Parfois, elles ne savent pas très bien le gérer, mais quand on en ressent aussi dans ces relations-là, c'est bien de s'exprimer. Cette personne a bien fait. Donc ça, plus... Pardon. Petite interlude de Ganesh, je pense. Mon partenaire de l'époque n'a pas fait attention à l'alter qui était devant et à ce qui se passait dans ma tête. Il aurait peut-être dû, et en même temps, lui comme l'autre partenaire que j'avais, c'était des personnes qui ne s'y connaissaient pas en santé mentale. Donc j'étais leur première personne, leur première petite amie avec de gros problèmes psy. Donc c'est compliqué d'attendre des autres qui fassent attention à certaines choses. Est arrivé ce qui est arrivé. Noulem, techniquement, a fait un second virage maniaque, a eu une énorme impulsion suicidaire. Et je n'ai... Enfin, moi ou d'autres haltères n'ont pas pu le retenir. Il y a eu après une moitié des haltères qui l'a suivi dans son élan de « il faut se suicider ». Et l'autre moitié des haltères qui était tétanisée et qui essayait de reprendre le contrôle parce qu'il y en a quand même dans notre corps qui, je pense, n'ont pas envie de mourir, ou en tout cas n'ont pas envie de mourir de manière aussi précipitée. Dans la discussion, en plein milieu de la discussion, en fait, Noulem a un espèce de clic dans son cerveau. Et je l'ai senti parce que j'étais présente consciemment, donc je savais ce qui était en train de se passer, mais je n'avais aucun contrôle sur mon corps. C'est Noulem qui avait le contrôle sur mon corps et c'est Noulem qui juste menait la danse. Il a juste dit à cette personne, ok, c'est compris, je comprends ton point de vue, je comprends peut-être ta jalousie, je comprends aussi tout ce qu'il y a derrière, pas de souci. Pour finir la discussion. Et après, une fois que la discussion a été finie, donc vraiment quelques secondes plus tard, il a pris la clé pour pouvoir monter sur le toit du grand building dans lequel on était, donc c'était un gratte-ciel. Le but était clair. Là, il faut qu'on meure, et maintenant. On est monté. En fait, il y avait un espèce de patio avec des barrières en verre, qui étaient des barrières anti-suicide. On a trouvé un moyen de grimper dessus, et de passer de l'autre côté. Enfin, Noulem a trouvé moyen. Une fois là-bas, on a regardé, on a attendu qu'il y ait un peu moins de monde parce qu'il y avait une espèce de fête et qu'on voulait pas que la fête soit gâchée, on va dire, à cause de nous, bien qu'on ait gâché la fête quand même au final. On a attendu que les gens partent et on s'est mis dans l'endroit où il y avait le moins de monde et où on nous voyait le moins. On a commencé à s'asseoir vraiment sur le rebord, à essayer de se mettre debout dessus, de sauter, sauf qu'on n'arrivait pas à sauter parce que ça nous tétanisait. Enfin, bien que Noulem ait vraiment eu envie, dès qu'on voyait le vide, il y avait une espèce de, je pense, d'instinct de survie de mon corps qui était en mode non. C'est pas la première fois qu'on tente de se jeter de trucs en hauteur. On a un problème avec les trucs en hauteur. Ce problème nous vient du fait que mon père, quand on était très jeune, a failli se suicider en se jetant du balcon et qu'on a été la personne qui l'a persuadé de revenir, de ne pas se de réenjamber la barrière du balcon et de revenir. Et je pense que ça a traumatisé mon cerveau à tel point que maintenant, la manière la plus logique que je vois de le faire, c'est de reproduire ce qu'a fait mon père. Quand on se retrouve là-haut et que, comme à chaque tentative que j'ai faite, plus ou moins, mon corps se fige. Et en fait, Noulem essayait, mais il n'avait plus le contrôle du corps. Et après, on a commencé à switch de manière très rapide. Ça a été vraiment un moulin pendant peut-être une demi-heure parce qu'on ne sait pas combien de temps ça se passait, parce que vraiment c'était 1 à 5 secondes
un haltère avait le contrôle, puis après hop, l'haltère se barrait, il y avait un autre haltère qui prenait le contrôle, et donc du coup ça n'avait aucun sens. Enfin, notre corps ne bougeait pas, mais à l'intérieur de notre tête il y avait un remue-ménage incroyable. Les haltères essayaient d'épargner la vue du vide comme ça et ce qui se passait aux plus petits, aux plus jeunes, même si ça n'a pas vraiment marché. Ça a causé un brouhaha interne énorme. Debout on n'y arrivait pas, donc on s'est dit bah, on va s'asseoir et on va se laisser glisser. On s'est assis, on a essayé de se laisser glisser. C'était pareil, dès qu'on regardait le vide ou qu'on essayait de se laisser glisser, c'est comme si notre corps se figeait et qu'on tremblait et que Nolem perdait le contrôle et un autre haltère était en mode non, 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 non. Nolem s'est dit d'accord, je n'y arrive pas assez, donc je vais essayer de coucher. Et donc du coup il a essayé de coucher et de rouler en fait en dehors du rebord. Ça n'a pas marché non plus. Parce que dès qu'il arrivait à un certain angle, en fait, où on voyait le vide, etc., en fait, mon corps se figeait, pareil, et Nolem perdait le contrôle. Et Nolem pétait un câble parce qu'il perdait le contrôle. Évidemment, quand un haltère n'a pas ce qu'il veut et qu'il se passe des choses aussi difficiles dans notre tête, il était en train de hurler dans ma tête, dans notre tête, de hurler, mais quand je dis hurler, j'ai rarement entendu des hurlements aussi horribles dans ma tête. Genre ça arrive hein, mais c'est rare que ça arrive de manière aussi présente et aussi... vraiment c'était des hurlements qui étaient glaçants pour essayer de persuader les autres haltères de sauter. À base d'insultes, de toute façon on vaut rien, enfin de tous les trucs qu'on se répétait en boucle. Son but c'était que l'un de nous bascule si lui ne pouvait pas le faire. Encore on a décidé autrement, que c'était pas un instinct de survie, je sais pas. Je suis restée là-bas je pense au moins 20 minutes puisque je suis restée là-bas jusqu'à temps que les secours arrivent, que j'ai été vue bien sûr par à la fois les gens qui étaient en bas et qui commençaient à s'arrêter pour regarder la fille qui essaye de du haut du gratte-ciel. Du haut du gratte-ciel, les gens de la fête qui, pour certains, avaient vu ce qui se passait et qui en fait étaient tous rentrés sans que je puisse le voir en fait vraiment puisque j'étais dos à eux, qui avaient appelé les secours. C'est l'Amérique, donc la police arrive. C'est d'abord la police qui arrive en Amérique, avant l'ambulance. Je vois les voitures de police arriver, je vois les gens s'ameuter. En fait, je comprends que c'est pour moi. On comprend que c'est pour nous. Il y a une espèce de grosse honte qui se crée. Je suis en train de déranger le temps des policiers, je suis en train de déranger le temps des infirmiers, des ambulanciers, etc. Et ils devraient être en train de sauver des vrais gens qui sont vraiment malades et pas moi. Le déni... Enfin, c'est même pas un déni, c'est qu'en fait, on se rend pas compte quand on est dans des états comme ça que c'est pour ça que les secours sont faits, pour secourir les gens dans cet état-là. Je me sentais très mal parce que je me disais, la personne avec qui j'ai eu cette discussion-là ne m'a pas trouvée. Donc la police arrive, c'est la police qui est arrivée en premier. Et donc il y avait un espèce de peut-être qu'il s'inquiète pas pour moi, parce que si c'était lui qui avait essayé de me parler, de me convaincre de rester, enfin de pas le faire, peut-être que voilà, j'aurais peut-être mieux pris que si c'était la police, donc des gens que je connaissais pas. J'étais tétanisée et j'attendais jusqu'à ce que ils arrivent et qu'ils soient sur le patio, donc à l'intérieur du patio, qui était entouré par les barrières protectrices en verre que j'avais escaladées. J'avais l'impression de déranger le monde entier et que mon existence même dérangeait. Et en fait, comme je voulais pas déranger et que c'était absolument horrible de déranger, l'idée de déranger, je me suis dit, je vais me rendre. En fait, je vais me rendre tout de suite. Il faut pas qu'ils se prennent des risques en enjambant eux-mêmes la barrière, parce que déjà elle était assez dure à enjamber, donc j'avais des griffures en fait de l'enjambement que j'ai fait parce que t'es pas censé les enjamber en fait ces genres de barrières. Il y a eu un peu un changement comme ça et mon cerveau m'a laissé prendre le contrôle. Moi en tant que Liane, j'ai pu me rendre à la police. Et après s'en est suivi pratiquement je crois c'est 12-13 jours d'hospitalisation, je sais plus, dans un hôpital psychiatrique pour la thèse que j'ai fait. Et en fait c'est là où quand j'ai raconté tout ce qui s'était passé à la psychiatre qui m'a vue, elle m'a dit en fait je pense que vous êtes bipolaire et que vous avez fait un virage maniaque avec les antidépresseurs et en plus cet antidépresseur particulier, la paroxétine, est un des plus connus, si ce n'est le plus connu pour causer des crises chez les personnes bipolaires. J'étais en mode ah super c'est à cause de mon médicament que j'ai pété un câble. Nice. Sauf que maintenant que vous avez fait une crise maniaque, ou en tout cas ce que je pense être une crise maniaque, je vais devoir vous mettre sous lithium. Vous allez certainement rester sous lithium peut-être à vie parce que une fois que ça arrive une fois dans votre vie, en fait votre cerveau maintenant peut virer on va dire assez facilement. C'est comme ça que je me suis fait diagnostiquer, détecter en tant que bipolaire. On a essayé le lithium, on a enlevé l'antidépresseur, ça a marché directement. J'ai redormi correctement, remangé correctement, etc. Les médicaments étaient bien pas en accord avec mon état clinique. J'écope d'un nouveau diagnostic
qui au début a été très difficile dans ma tête parce que j'étais en mode mais comment ça je suis bipolaire? Comment ça peut être de la bipolarité? Est-ce que c'est pas juste du stress post-traumatique en fait et que c'est pas un épisode de stress qui pour elle paraît être de la bipolarité? On a eu énormément de discussions autour du sujet, elle et moi, puis avec mon psychiatre aussi après, et avec ma psychologue. En fait ça fait sens. Une de mes psychologues a remarqué qu'il y a eu 2 moments depuis qu'elle me suit, donc depuis 2 ans, où j'ai fait des excès qui ressemblent à des excès bipolaires, enfin des excès maniaques. Du coup ça pourrait coller avec certaines périodes, etc. Et aussi j'ai perdu de l'argent parce que je n'ai pas pu décommander le vol et changer le vol que j'avais pour partir de New York, pour rentrer. Du coup j'ai dû m'acheter un autre vol, ça m'a coûté bien cher parce que l'assurance ne voulait pas prendre en charge pour des problèmes de date, etc. Enfin c'est compliqué. Les assurances, des frais qui en tout se facturent à plus de 90 000 $. Et je me suis dit, si je dois rembourser ça, on est dans la merde. J'en ai parlé aux assistants sociaux là-bas sur ce qui existait, on va dire, comme truc pour prendre en charge les étrangers dans ces cas-là. C'est l'État de New York qui a pris en charge tous les frais. Sinon j'aurais fini avec pratiquement 100 000 $ de dette. Une bonne manière de commencer ta vingtaine, de finir ta vingtaine, je sais pas parce que j'ai 25 ans, voilà, bonne manière de commencer ces 25 ans que d'avoir pratiquement 104 dettes dans un hôpital américain. Après ça, je suis rentrée. Si vous pensez que je n'ai pas d'effet secondaire de mes médicaments, avant je n'avais pas du tout d'acné et je ne sais pas si ça se verra. Mais on va dire que ma tête est remplie d'acné, c'est juste que voilà, j'essaie de maquiller pour maquiller la catastrophe. Il y a un effet secondaire du lithium, mais c'est l'effet le moins grave. Hein. J'ai d'autres effets un peu plus chiants. Les 2 premières semaines ont été vachement dures. L'un des effets que je trouve un peu plus chiant, c'est que j'ai tout le temps envie de boire. Après, j'ai tout le temps envie de pisser. Voilà. Du coup, je vais aux toilettes 10 fois plus qu'avant. Le lithium est incroyable pour quelque chose de très particulier, c'est que il enlève les idées. Et là c'était incroyable, c'était la première fois de ma vie que je découvrais le fait qu'on pouvait être en dépression et ne pas avoir d'idées. C'était super cool pour ça. Mais d'un autre côté, je n'avais pas envie de vivre. Tu n'as pas envie de mourir, mais tu n'as pas envie de vivre. C'est incroyable comme dit. Non, c'est horrible. Ça a été chiant, très très chiant. Comme ça durait et que ça ne passait pas, on a décidé de me mettre sous un autre antidépresseur en concomitance avec le lithium. Donc à partir du moment où vous mettez un régulateur d'humeur avec un antidépresseur, c'est ok. Si vous avez un antidépresseur seul, c'est mort quand vous avez une bipolarité. J'ai eu un premier dosage, puis on a augmenté parce que ça suffisait pas. Ça a duré juillet, août et septembre. Mon humeur a commencé à se stabiliser fin septembre. Sinon depuis début octobre, du coup je suis rentrée dans une phase euthymique. Donc c'est-à-dire que maintenant j'ai une humeur normale, je ne suis plus dépressive. Quand je dis je ne suis plus dépressive, c'est le système n'est plus dépressif. Ça veut pas dire que des haltères n'ont pas d'envie dépressive, etc. Ça veut juste dire que quand tu regardes le corps et la manière dont on a fonctionné, on fonctionne de manière normale avec des horaires de sommeil normaux, des horaires et une facilité de manger où c'est ok de travailler, etc., etc. On est fonctionné, vraiment au moment où on est dépressif. J'ai décidé de baisser mon traitement, donc j'ai baissé mon traitement un tout petit peu, enfin mes antidépresseurs. À ce moment-là que j'ai les effets du lithium qui sont de l'acné. Plus d'acné maintenant que ce que j'avais quand j'avais genre 14-15 ans. Voilà ce qui s'est passé d'un point de vue humeur, d'un point de vue médicaments et d'un point de vue factuel. J'ai repris les cours en septembre. Là, je suis en train de faire mon Master 2. J'ai trouvé un stage incroyable et je déménage à Caen en janvier pour mon stage. C'est un stage sur la manière dont le social affecte le cerveau. Donc en gros, selon si une personne est beaucoup plus un réseau social très grand par rapport à un réseau social très petit et la satisfaction qu'elle a de ses relations sociales, on essaye d'étudier ce que ça change dans le cerveau. Il y a un sujet de thèse à valoir derrière. L'équipe a l'air vraiment extrêmement incroyable. Donc ça va être cool. Ma vie va ressembler à quelque chose. Peut-être que voilà, dans 6 mois, un peu plus de 6 mois, j'aurai mon Master 2 et après je rentrerai en doctorat, en thèse. Et je ferai des choses sur mon doctorat ici. Voilà, ça c'est pour ce qui se passe d'un point de vue factuel. Maintenant d'un point de vue en intérieur. C'est le bordel. Enfin ça a été un bordel. Et mon système a énormément changé, forcément, à la suite de cet événement traumatique. Notre hôte s'est séparé en 2. Et maintenant, nous sommes 2 co-hôtes. Je sais pas comment expliquer. Pendant l'ATS, une partie de l'hôte qui était très émotionnelle et qui avait du mal à gérer, et il y a une partie pragmatique qui s'est décrochée. Elle s'est décrochée et elle s'est raccrochée à la générale. Je sais pas s'il y avait d'autres morceaux qui étaient en train de se détacher, etc. Et qui a donné un espèce d'état très pragmatique. L'hôte, maintenant, c'est un état très pragmatique. Tous les morceaux émotionnels, tous les traumas que ça retenait, tout l'attachement au corps, tout ce qui n'était pas dans le monde des idées mais qui était dans le monde des émotions et du vécu, s'est détaché. A
créer un cœur émotionnel qui s'appelle Coral. En ce moment j'ai les deux. Je sens que j'ai à la fois le côté pragmatique et le côté de Coral, c'est pour ça que j'ai à la fois beaucoup d'émotions, même si ça se voit peut-être pas la manière dont je les ai. J'ai beaucoup d'émotions que j'essaye de gérer et un côté pragmatique pour essayer d'expliquer les choses. Parce que Coral, toute seule, c'est juste un pur concentré d'émotions. Elle fait des trucs Du coup c'est compliqué. Le but qu'on a là maintenant c'est d'essayer de réunir les deux ensemble comme on avait réuni Gilliane et Isabelle à l'époque. On essaye de réintégrer tout ça. Gilliane s'est coupée en deux, en Liane et Coral, que nous sommes maintenant. Ensuite, les alters qui ont voulu se décider, une bonne partie d'entre eux qui étaient des fragments, se sont alliés à Nolem. Et en fait, avec la force avec laquelle ils ont été vers ce but-là, on finit par fusionner avec Nolem, dans la panique. Et ça a donné du coup un alter qui a décidé de s'appeler Nick, pour plein de raisons différentes. Genre, il adore dire Nick, genre Nick Nick tout ce que tu veux, c'est le mot favori. Au-delà, c'est un prénom anglophone et ça fait certainement aussi référence à New York, etc. C'est le résultat de la fusion entre Nolem, Eleanor et Tornade, on pense. On avait plusieurs trauma holders qu'on n'arrivait déjà pas à gérer quand ils étaient tout seuls. Maintenant, on va devoir gérer un ensemble de trauma holders tout mélangés. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il a gardé un état assez masculin, une présentation assez masculine, alors qu'il s'est agrégé avec deux parties qui étaient plutôt féminines. Et il y a eu une autre fusion entre Irish et Aiden. Irish et Aiden ont fusionné et ont donné Irish. On a décidé de garder le prénom d'Irish, mais juste Irish a englobé Aiden parce qu'elle essayait de le protéger de ce qui se passait. Du coup, on a des nouveaux alters qui sont techniquement juste des changements des anciens. Les anciens sont soit divisés, soit sont fusionnés. Et donc je vais vous mettre certainement la liste quelque part. Ça a été assez compliqué à gérer parce que tout mon système a changé. Je ne reconnais pratiquement plus aucun des alters. J'ai l'impression que tout a complètement changé. J'ai l'impression qu'en fait j'ai fait énormément de progrès sur mon TDI pour rien. J'ai beau avoir essayé d'intégrer je ne sais pas combien de traumas, j'ai quand même tenté de me une nouvelle fois. J'ai quand même perdu le contrôle de moi une nouvelle fois. J'ai fait beaucoup d'efforts pour connaître mon système et c'est comme si ces efforts n'avaient servi un peu à rien. Il y a tout qui change tellement qu'en fait c'est difficile de voir, enfin de voir qu'on doit refaire l'effort encore. Je me suis remise, c'est pour ça que je voulais vous faire cette vidéo sur YouTube, pour revenir ici, pour vous expliquer en fait ce qui s'est passé dans ma vie parce qu'il y avait besoin d'en parler. Voilà, maintenant j'ai ce nouveau diagnostic de bipolaire. On va avoir un centre expert exprès pour faire un bon diag complet pour être certain que c'est bien ça. Je finis avec des diagnostics qui ne prennent plus juste le TDI en compte en tant que grosse maladie invalidante, mais aussi la bipolarité. C'est compliqué d'accepter ça. C'est pas, enfin, c'est déjà un diagnostic c'est compliqué, alors un deuxième et en plus savoir comment les deux interagissent les uns avec les autres. Chez moi pour le moment ça a l'air d'être un peu tous les alters qui sont atteints, c'est-à-dire que c'est mon corps qui passe d'un état euthymique à un état maniaque ou à un état dépressif et les alters qui sont là ressentent des changements, ressentent un changement maniaque quand on est en état maniaque et ressentent un changement dépressif quand on est en état dépressif. Et les alters dépressifs ont tendance à affronter quand il y a un état dépressif plus souvent et les alters les plus joyeux ont tendance à affronter plus souvent quand il y a un état maniaque. De ce que j'ai l'impression d'en voir sur les derniers mois. Après, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que voilà... Pourquoi c'est un peu compliqué de diagnostiquer des cas comme le mien? Parce qu'il y a beaucoup de diagnostics qui ont été envisagés dans mon cas. Je mettrai peut-être une liste de tous les diagnostics qui m'ont un jour été soit donnés, soit envisagés, qui ont été envisagés et après rayés, vis-à-vis de ceux que j'ai réellement. Enfin, quand on a plein de pathologies, ensemble, c'est compliqué de comprendre ce qui est juste une interaction entre une pathologie et une autre et ce qui est une pathologie à part entière. Les interactions des pathologies peuvent donner des trucs qui ressemblent à d'autres pathologies. C'est compliqué, ça fait beaucoup de blabla. J'espère que ça vous fera comprendre un peu pourquoi il y a des fois où on n'est pas sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait il se passe des choses en background où on se fait hospitaliser, on a failli mourir, on a failli avoir 100 000 en tête. Après je reviens, tout va bien. J'ai repris mon master et je vais aller en doctorat et tout va bien. Ma vie elle fait un peu des... voilà. J'espère que ce témoignage personnel t'aura plu, que ça te fera comprendre pourquoi j'étais pas là, que ça te fera voir qu'est-ce que c'est que de vivre avec des pathologies mentales, ce qu'on risque en fait au-delà de la mort, que tu seras peut-être un peu plus bienveillant si tu vois un de tes proches qui traverse des périodes compliquées à cause de sa santé mentale. Prends soin de toi, prenez soin de vous.